Aujourd'hui, ce sont les assureurs et les mutuelles qui nous appellent. De plus en plus, les clients acceptent de travailler avec des freelances et voient l'intérêt de travailler avec des freelances. Avoir un freelance ou un salarié, ça ne change pas grand-chose. Un salarié peut partir de la même manière qu'un freelance. Vous allez passer à côté de 9 appels d'offres sur 10, mais par contre, le 10e, vous allez le gagner. Hello Florent. Hello Alexis. Et je suis ravi de t'accueillir dans The Freeway. Merci beaucoup de me recevoir, c'est très sympa. Et tu le sais, The Freeway, c'est le freelancing game de A à Z. Oui, exactement. Ouais, je connais bien l'émission, j'adore. Donc, merci beaucoup pour le feedback. Merci de me recevoir. Et toi, du coup, tu es CEO de Babylon Consulting. Exactement. Et c'est un cabinet de conseil pour freelance. Oui, pour freelance et spécialisé en assurance. En assurance. Exactement. Assurance banque aussi, oui. D'accord. Donc vous êtes vraiment sur le secteur financier, bancaire, assurance. Exactement, oui, tout à fait. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est des sujets qui me passionnent, le conseil. Moi, j'ai un parcours effectivement beaucoup dans le domaine du consulting. Et il y a tout un tas de sujets que j'aimerais aborder avec toi. Avec plaisir. Mais d'abord, j'aimerais un peu revenir sur ton parcours d'entrepreneur. Comment t'es arrivé avec cette idée de fonder Babylon Consulting? Moi, j'ai un parcours 100% assurantiel. J'ai démarré comme directeur d'agence d'une petite agence. Je devais gérer 2 personnes. Et voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai progressé dans les entreprises. Et donc, j'ai fini directeur développement de la MAPA Assurance et de la LMDE, la Mutuelle des étudiants. Je fais ça une quinzaine d'années. J'ai basculé ensuite côté conseil, ce qui m'a permis de découvrir de l'intérieur, puisque j'avais déjà, mais en tant que client, plusieurs consultants. Et de l'intérieur, j'ai pu découvrir ce monde du conseil. J'étais directeur commercial dans un cabinet, toujours spécialisé en assurance. Et Babylon Consulting est né de ces 2 expériences finalement. L'expérience en tant que client, quand j'avais des consultants et que je voyais comment ça fonctionnait, et cette expérience au sein d'un cabinet de conseil. Et ça m'a permis justement d'avoir cette double vision, de la vision client et de la vision fournisseur, entre guillemets, et d'essayer de faire quelque chose qui me ressemble sur un modèle qui me semblait plus cohérent avec ce que recherchaient nos clients aujourd'hui. Babylon Consulting, aujourd'hui, c'est donc, comme tu l'as dit, un cabinet de conseil spécialisé en assurance que avec des freelances. Et j'ai mis ça en place puisque quand j'étais dans le cabinet de conseil en tant que directeur commercial, je me suis rendu compte que on avait plein d'appels d'offres, mais on n'avait pas forcément les consultants qui correspondaient à ces appels d'offres. Et le problème du modèle du cabinet de conseil actuel, c'est que un consultant qui n'est pas en mission, on doit le payer, ce qui est normal. Il est salarié. C'est intercontrat. Voilà, c'est un intercontrat, exactement, oui. C'est le terme exact. Et donc, c'est une charge pour un cabinet de conseil. Ce qui fait que, quasi systématiquement, on va essayer de pousser, malheureusement, le consultant dans cette mission-là. Et on se rend compte que ni le consultant, finalement, ni le client ne s'y retrouve, puisque le client n'a pas forcément les bonnes compétences, et le consultant, il va à reculons, parce qu'il ne veut pas forcément effectuer cette mission. Et en plus de ça, j'étais dans un cabinet de conseil qui avait quand même malgré tout une centaine de consultants, et sur cette centaine, on avait à peu près 10 intercontrats. Donc, autant te dire que quand tu traites avec quelques dizaines de clients, tu ne peux pas trouver la bonne ressource au bon moment. Donc voilà, en mélangeant un peu tout ça, je me suis dit, mais ça me plairait bien de créer un cabinet où le client a le choix et de la même manière au bon de TJM, au bon tarif. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Babylon Consulting. Donc on est un cabinet de conseil, on n'est pas une plateforme d'intermédiation comme pourraient l'être d'autres acteurs, Malte ou Little Bit Connection, puisqu'on accompagne le client du sourcing jusqu'à la fin de la mission. On va suivre les missions, on va faire des points de mission, comme le fait un cabinet de conseil habituel. Par contre, on a aujourd'hui plus de 3600 consultants référencés sur la plateforme, avec un CV, on les a bien catégorisés, on a une IA derrière qui permet de matcher entre l'appel d'offres que nous donne le client et le consultant, ce qui nous permet immédiatement finalement de trouver la bonne ressource pour le client. En plus de ça, s'agissant de freelance, nous, ce ne sont pas nos salariés, donc on n'a aucun intérêt à proposer l'un
ou l'autre. Donc on propose le meilleur freelance au meilleur tarif pour notre client. Et j'ai trouvé aussi qu'en plus de ça, le modèle du freelancing, et ça tu le sais peut-être mieux que moi, ne fait que progresser. Et on voit tous les ans une progression assez énorme du nombre de personnes qui passent de salariés au monde du freelance. Bien sûr, et je pense que c'est un désir profond aussi des nouvelles générations d'être plus indépendants dans leur travail, de décider finalement via leurs propres critères, leur mission, comme tu le disais très bien juste avant. Et d'après ce que je comprends, Babylon Consulting, en fait, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, finalement, entre le digital, avec des outils puissants comme la plateforme que tu évoquais, l'IA derrière, mais aussi l'accompagnement humain que vous proposez, d'après ce que je comprends, pour justement le suivi de la clientèle, du consultant, etc. C'est un peu ça le modèle, en fait. Tout à fait. C'est un modèle qui n'existe pas forcément aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas être placé dans une case. Puisque on profite, comme tu le dis, des deux. On a et la plateforme qui nous permet finalement de capter des freelances, des nouveaux freelances, de leur diffuser de l'information, de leur proposer des services. Et à côté de ça, on a nos clients qu'on suit, qu'on accompagne. Ils ont un accompagnement dédié avec une personne, un business manager. Tout à fait, donc on a les deux. Le conseil et le côté plateforme. Et aujourd'hui, dans ton métier, du coup, c'est quoi un peu les grands défis que tu rencontres dans ton activité, que ça soit côté client, convaincre des clients de faire appel à ton service, à des freelances, ou du côté des consultants, pour les convaincre aussi de rejoindre la plateforme et la communauté au final. Côté freelance, on a très peu de soucis finalement. On a des dizaines de CV par semaine et ça ne fait que croître en plus. Plus la plateforme commence à se faire connaître, bien sûr, et heureusement, plus on a des freelances qui viennent s'inscrire. On a une fidélisation qui est extraordinaire et je les en remercie. Donc pour le coup, côté freelance, vraiment, il y a très peu de soucis. On fait beaucoup de communication sur LinkedIn, ce qui nous permet de nous faire connaître. Et de plus en plus, le bouche à oreille fait son œuvre et ça fait effet boule de neige. Et donc, on grossit à vue d'œil, on fait x2, voire même x3 tous les ans. Donc, c'est plutôt intéressant. Côté client, on a encore ce défi de faire accepter les freelances. C'est de moins en moins le cas, quand même, heureusement. Et de plus en plus, les clients acceptent de travailler avec des freelances et voient l'intérêt de travailler avec des freelances. Et avec des plateformes comme la mienne ou d'autres, ou voire même les freelances eux-mêmes, les clients finalement se rendent compte que avoir un freelance ou un salarié, ça ne change pas grand-chose. Un salarié peut partir de la même manière qu'un freelance. C'est souvent ça, hein, la problématique qui est émise par les clients, qui n'ont d'ailleurs pas forcément eu de freelance. C'est ça qui est assez marrant. Et donc, de plus en plus, ça ne devient plus un sujet. Et plus le temps va passer, ça j'en suis persuadé, moins ça sera un sujet. Et plus aussi les consultants seront freelance. Donc il y aura aussi sur le marché une offre qui sera plus orientée. Exactement, et tout à fait. Et les clients se rendent compte d'ailleurs qu'ils ne trouvent pas forcément les bonnes ressources en tant que salariés, et ils sont obligés finalement de passer par les freelances. Et de plus en plus, les clients nous appellent désormais. On travaille déjà avec quasi tous les assureurs et mutuelles de la place. On est référencé un peu partout. Et aujourd'hui, ce sont les assureurs et les mutuelles qui nous appellent pour pouvoir faire appel à notre réseau. D'accord, c'est très intéressant. Un service qui marche bien, et tu es dans la phase un peu de consolidation de ton service, où tu veux déjà te diversifier peut-être dans d'autres secteurs d'activité, dupliquer le modèle, je ne sais pas, dans la finance, dans d'autres secteurs connexes peut-être. Oui, c'est le but bien sûr, hein. On a un modèle qui est assez facilement reproductible. Donc là, moi, j'ai acté sur la verticale assurance finalement. Puisque je crois vraiment en la spécialisation de nos freelances, et je trouve que c'est ce qui fait notre force. Et aujourd'hui, nos clients viennent nous voir grâce à ça et à cause de ça. Et le but, c'est de créer d'autres verticales. Donc, mais c'est plutôt à moyen long terme, hein. Pour l'instant, on a encore énormément de choses à faire côté assurance et banque. Donc, on va continuer notre petit bout de chemin et on ira. Mais effectivement, on ira sur d'autres verticales.
Et tu parlais tout à l'heure de la communication. C'est important aujourd'hui d'être très présent sur les réseaux type LinkedIn, d'après toi? Ouais, d'après moi, c'est fondamental. On a besoin de cette communication, il faut qu'on se fasse connaître. C'est même notre canal de diffusion sur lequel on diffuse nos annonces, par exemple, de missions, ce qui marche très bien. Et ça permet aussi aux freelances de savoir qu'une mission est tombée. Ça change de l'emailing habituel. Et ça nous permet vraiment de nous faire connaître. Donc oui, et nous on est exclusivement sur LinkedIn. On travaille qu'avec des pros, donc c'est le meilleur réseau pour nous. Et effectivement, on diffuse 2 à 3 fois par semaine sur LinkedIn. On a une personne qui est spécialisée en com qui fait que ça. Donc oui, c'est très important. Et ça se voit parce que le ton, il est bien travaillé. On sent qu'il y a le sens de l'humour derrière, on sent qu'il y a du second degré. C'est sympa, merci. Comment c'est venu cette idée d'avoir cette approche en termes de communication? On s'est réunis avec toute l'équipe en se disant quelle communication on souhaite faire. Et voilà, c'est à la suite de tout un atelier, d'une journée, où on a fixé nos bases. On s'est fixé les critères sur lesquels on souhaite communiquer, quel ton, quelle manière. Et voilà, c'est sur cette base-là, une charte de communication qu'on réalise toutes nos coms désormais, pour essayer d'avoir un peu d'uniformiser un peu tout ça, quoi. Et c'est très efficace, très sympa en tout cas le ton employé. Merci. Et je voulais savoir un petit peu concernant le secteur des assurances. Parce qu'il y a plein de métiers dans les assurances. Il y a des actuaires, des gens qui travaillent dans les systèmes d'information. Il y a toute la palette de métiers. Voilà. C'est quoi un peu les tendances par rapport à tes clients? C'est quoi les besoins du moment où tu sens qu'il y a vraiment des tensions sur les besoins? Alors, on a des sujets d'actualité, et c'est souvent comme ça en assurance. Et ces sujets-là sont très souvent, et en banque aussi, sont très souvent liés aux nouvelles réglementations. Et de manière générale, c'est toujours vers ça que ça va, et c'est s'aligner sur les nouvelles réglementations. Par exemple, il y a ce qu'ils appellent la PSC, donc ça c'est une nouvelle réglementation. On a eu Solvabilité 2, IFRS 17. Il y a plein de réglementations qui obligent les assureurs et les banques à mettre en œuvre tout un programme pour s'aligner avec cette nouvelle réglementation. On a ça. Après, on a aussi beaucoup d'amélioration de leur système d'information. Et ça, c'est très prégnant actuellement. Ils ont un vrai retard quand même, côté assurance, encore aussi côté banque. Mais côté assurance, il y a un vrai retard. Ils sont encore sur de la S400, des écrans bleus avec le tabulation. C'est assez impressionnant parfois. Du COBOL. Enfin voilà, des très vieilles technologies. Ils ont peur en fait, parce que ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais bon, il y a un moment, il faut changer quand même. Mais changer, ça implique de refaire un peu la totalité de leur système d'information, de leur process. Et ça, c'est des gros chantiers à mener. Et on a beaucoup de choses à mettre en œuvre à ce niveau-là aussi. On a un gros chiffre d'affaires réalisé sur le projet. D'accord. Projet IT, projet métier aussi, sûrement. Exactement. IT et métier, on est vraiment sur tous les métiers côté MOA. C'est à peu près 35% de notre chiffre d'affaires. On fait de l'actuariat, de la finance, de la compta, de l'audit. On fait très peu d'IT pur. L'infra et du dev, on ne fait pas. Mais par contre, tout ce qui est métier, projet, on fait beaucoup. Product owner, business analyst. Directeur de programme, recetteur, exactement. Et parmi ces profils, est-ce qu'il y en a qui sont très difficiles à trouver ou, je ne sais pas, vraiment sur des expertises très particulières? On a cette chance-là de commencer à avoir un pool de consultants assez grand, ce qui fait d'ailleurs de nous le premier cabinet de conseil en assurance. Avec plus de 3600 consultants, vous ne trouverez pas d'autres cabinets de conseil avec autant de consultants à proposer. Donc, je dirais dans 90% des cas, on a déjà le consultant. Et il est déjà présent chez Babylon Consulting. Après, effectivement, on a toujours des demandes très spécifiques où le client il souhaite ou plein de choses qui sont très différentes, avec des savoir-faire qui doivent réunir 5-6 métiers. Là, parfois, on peut galérer, c'est vrai. Ou alors, on est sur une techno ou une connaissance
très très spécifique et on va retrouver 2 ou 3 personnes en France qui savent ou qui connaissent cette expertise. Et là, effectivement, il est vrai qu'on peut avoir des difficultés à trouver, mais jusqu'à présent, on a toujours trouvé. On n'a jamais eu on a toujours fait des réponses à nos clients avec le bon consultant, bien entendu, mais on n'a jamais été en galère de consultants. Et j'imagine que tes clients, donc, ils sont à la recherche d'expertise, c'est pour ça qu'ils viennent te toquer à la porte de Babylon Consulting. Est-ce que le fait d'être vraiment orienté assurance, donc par exemple j'ai fait 10 ans dans l'assurance, est-ce que c'est un critère pour toi, ou on peut venir d'autres secteurs d'activité mais avoir une expertise métier et se dire je vais toquer à la porte de Babylon Consulting pour une prochaine mission par exemple? Oui, c'est une bonne question. Je dirais que tout dépend le métier. On a, par exemple, un actuaire, forcément, il faut qu'il ait fait de l'assurance. On a de la comptabilité tech, qui est aussi très spécifique à l'assurance. Donc voilà, on a une sélection très fine de nos CV à l'entrée. On garde 60% des CV chez Babylon par rapport à tout ce qu'on nous envoie. Et donc, on fait très attention à ce que la personne, et même pour elle aussi, parce que sinon elle sera présente et elle va s'inscrire pour rien du tout, mais on fait très attention à ce qu'elle trouve une mission derrière. Mais on a des profils comme des marketeurs, on a fait beaucoup de marketing aussi, on a des designers, on a voire même des recetteurs, ou des personnes qui connaissent Salesforce, qui est très demandé aussi, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir de connaissances en assurance. Donc non, on prend un peu tous les consultants, mais effectivement, on a quand même une grosse majorité de gens qui ont fait de l'assurance. Et au-delà de la spécialisation sectorielle, le positionnement, c'est très important, c'est-à-dire d'être en capacité de se démarquer par sa proposition de valeur, par son profil bien particulier, travailler, par exemple, bien présenter ses expériences. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à un freelance qui veut travailler avec toi pour aller jusqu'à l'étape de la soutenance? Alors, moi, je conseille aux freelances de ne pas avoir peur de se spécialiser et de vraiment montrer là où ils sont le plus forts. On pourrait avoir tendance à montrer tout ce qu'on sait faire, en lissant d'ailleurs là où on est fort et là où on l'est moins, mais en voulant montrer un peu énormément de capacités. Pour moi, ça ne marche pas. C'est des personnes qui vont toujours ressortir dans notre sélection, dans le top 10 ou top 15, et qui ne seront jamais reçus dans le top 3. Parce qu'on aura toujours quelqu'un devant qui aura vraiment une spécialisation, une spécialité dans la mission ou par rapport à l'appel d'offres qu'on recherche. Et donc, moi, mon conseil, c'est compléter déjà au maximum les champs sur les plateformes pour que vous soyez trouvé, segmenté plus facilement dans les moteurs de recherche après. Et n'ayez pas peur à montrer votre vraie spécialité, à la mettre en avant. Vous allez passer à côté de 9 appels d'offres sur 10, mais par contre, le 10e, vous allez le gagner. Parce que le client et les personnes chez nous, par exemple, qui sont aux ressources humaines pour le recrutement, vont tout de suite remarquer que cette personne-là est faite pour la mission. Donc c'est ne pas avoir peur d'affirmer en fait son positionnement, oui, vraiment, et le travailler. Ouais, travailler pour l'affiner et que derrière toi tu te dises c'est la personne qu'il nous faut en fait. Exactement. Quitte à faire plusieurs CV, faire plusieurs CV sur une plateforme et en mettant sur chacun des CV la spécialité mise en avant, quoi. Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui sont pour toi rédhibitoires quand tu vois le profil ou que tu rencontres un candidat? Qu'est-ce qui, là tu te dis ça passera pas peut-être en clientèle ou des choses comme ça? Oui, il y en a plein, effectivement. La manière de s'exprimer, parfois, elle laisse à désirer et ça nous empêche complètement de pouvoir présenter cette personne à un client. Les personnes qui sont tout de suite demandeuses de quelque chose, avant même d'avoir réalisé un entretien, moi je veux être en télétravail, enfin voilà, des exigences qui peuvent être normales, mais qui ne doivent pas être forcément demandées à ce stade-là. Après, la plupart du temps, ça se passe très bien. Et la majorité de nos freelances se présentent très bien, il n'y a pas de souci. Après, il faut savoir quand même que c'est pas son métier au freelance, le recrutement. Et pourtant,
il doit à chaque fois passer par cette case-là. Et donc c'est un exercice qui est quand même très difficile pour les consultants, puisque c'est pas leur quotidien. Leur quotidien, c'est de faire leur métier, et c'est pas d'aller faire des entretiens de recrutement. Mais c'est un passage obligatoire. Mais on les forme à ça. Ah, c'est vrai que je le disais au début, mais moi je suis issu du conseil, et j'ai eu l'opportunité de passer pas mal de soutenances. Et je confirme ce que tu dis, c'est vraiment décisif. Parce que les clients, si ils comprennent pas bien ton parcours, ils savent pas vraiment ce que tu as fait, ou s'ils voient pas le rapport avec leurs besoins, bah, ils vont pas forcément dire oui à ta candidature en fait. C'est fondamental, tout à fait. Donc il y a des méthodes pour préparer. Je pense que vous préparez justement pour la soutenance. Moi, on m'a dit justement d'adopter une méthode un petit peu en entonnoir, justement pour bien présenter les expériences pertinentes avec dans le bon ordre, etc. Donc je pense qu'effectivement ça c'est décisif. C'est aussi le conseil que je pourrais donner, c'est de bien soigner la communication, la soutenance, l'approche client, c'est vraiment déterminant. Ouais, je te rejoins complètement. Lors d'une soutenance, il ne faut pas détailler son CV comme il est écrit sur la feuille de papier. D'ailleurs, ce n'est pas celle-ci qu'il faut donner au client, c'est plutôt un dossier de compétences qui réunit vos compétences plutôt qu'un ordre chronologique d'expérience. Il faut par exemple ne parler que de 3 expériences au maximum, voire même 2, c'est largement suffisant, mais en mettant bien en avant le lien avec la mission du client. Mais comme ça, il y a plein de tips à avoir. Et tout à l'heure, on parlait de Babylone. Déjà, Babylone, c'est d'où vient ce nom? Pourquoi Babylone Consulting? Babylone Consulting, pour bien montrer notre spécialisation en assurance. Pour la petite histoire, les Babyloniens, à l'époque, envoyaient leurs bateaux pour chercher des denrées rares et spéciales, et certains bateaux ne revenaient pas. Et donc, pour le coup, les patrons, ils se sont mis autour d'une table dans un bar, mais je ne sais pas si ça s'est passé comme ça exactement, mais c'est ce que dit l'histoire. Et ils se sont dit, bon, écoutez, on va faire une caisse commune, et à chaque fois qu'un de nos bateaux ne reviendra pas, eh bien, on va donner cette caisse-là à la personne qui a perdu son bateau. Et de là, est née l'assurance. C'est la cotisation commune avec l'apport à celui qui a perdu, la sinistralité, quoi. Donc il y a le business model dans le nom en fait. Oui, c'était un peu le but. Ouais. Exactement. Ah, c'est malin ça. Et j'ai cru comprendre du coup que Babylone Consulting c'était une communauté. Comment tu comptes développer cet aspect communautaire pour ta société et justement peut-être pour renforcer les objectifs, la raison d'être de ton organisation? Ouais, tu parlais d'axe de développement tout à l'heure, et il y a un axe de développement au sein même de Babylone Consulting qui est justement développer cette communauté. Aujourd'hui, on le fait, mais pas encore assez. Déjà, on va mettre en place un certain nombre de services qui vont profiter à nos freelances. Là, on va mettre en place du portage commercial qui sera créé par notre société, Babylone Consulting. On va mettre en place... Alors, qu'est-ce que tu entends par portage commercial pour être bien précis sur... Portage salarié, pardon. Ah, salarial. Oui, le portage salarial. Ouais. Portage salarial, c'est-à-dire qu'un salarié qui souhaite passer freelance, on le fait déjà aujourd'hui avec des partenaires, mais des très bons partenaires, mais un salarié qui souhaite passer freelance, en 48 heures, on lui donne la possibilité de le faire, puisqu'il n'aura pas besoin de monter sa propre structure, la SASU, le URL ou autre. Il pourra avoir toutes les démarches administratives, il aura une fiche de salaire, il sera salarié d'ailleurs, il continuera à bénéficier du chômage. Et ça lui apporte une vraie sécurité. Quand on démarre, c'est quand même plutôt pas mal. On a la sécurité, l'administratif, et au bout d'1 ou 2 ans, une fois qu'on a pris le pli, on peut créer sa société. Mais on l'aura fait tout en bénéficiant d'une sécurité, du chômage, et aussi de tout l'administratif. C'est une transition. On a le temps tranquillement de voir si ça nous convient. Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est un service que nous, on offre. On ne fait pas payer ce service-là. Et qui permet à nos freelances de pouvoir venir chez nous très rapidement en sortant. D'ailleurs, on a de plus en plus de salariés qui font appel à nous pour cette phase transitoire et pour pouvoir travailler avec nous sur un certain nombre de missions. Donc voilà, on a ce service-là. On voudrait mettre en place un service d'assurance, mais vraiment dédié aux freelances, lui proposer des assurances qui correspond à sa vie de freelance, à ses activités, à sa manière de travailler,
Enfin voilà. Oui, parce que c'est obligatoire en fait déjà d'être assuré. La RC Pro par exemple, on doit s'assurer pour nos activités. Oui, tout à fait. La RC Pro est obligatoire pour toutes les entreprises et pour les freelances, c'est très important quand même parce que ils sont seuls sur les missions, il peut se passer des choses et ça coûte pas non plus très cher. Donc, mais ça n'est pas toujours forcément adapté. C'est des assurances qui sont adaptées pour toutes les sociétés, mais pas forcément le freelance en tant que tel. Donc voilà, on veut aller vers ça. On veut proposer aussi un certain nombre d'outils. Ça peut être de la comptabilité aussi, avec toute une offre de comptabilité pour le freelance. Et grâce à toi, j'ai rencontré le DG de Abi. Ah très bien. Voilà, Ouais. et on va collaborer avec eux pour pouvoir mettre en place, avec un peu une exclusivité quand même, sinon il n'y a pas d'intérêt, mais pour les Babyloniens, ils auront la possibilité d'accéder à un tarif totalement dérisoire à tout un environnement de comptabilité, de suivi de factures, de création de factures, enfin voilà, tous ces éléments-là qu'Abi fait très bien et qui est dédié d'ailleurs aux freelances. Voilà, on va essayer vraiment de mettre en place, mais même un CE, un comité d'entreprise pour nos freelances, qui puissent bénéficier de voyages, de réductions, de choses comme ça. Ça, c'est ce qui concerne les services. Et après, ce qu'on veut aussi mettre en place, bien entendu, ça prend du temps, mais il faut vraiment qu'on le fasse, c'est mettre en place des team building, des événements, des sorties. C'est des choses sur lesquelles on ne s'est pas encore penché, parce qu'on avait tout le développement, on n'a que 3 ans et demi d'existence, tout le développement à mettre en place, mais qu'on va mettre en place très prochainement. Que les gens se rencontrent et que ça fasse beaucoup plus en fait avec les énergies de tout le monde, quoi. Exactement. Qu'on puisse mettre en place un forum, un espace d'échange entre eux. Si un de nos freelances a une problématique, qu'il puisse se faire aider par les autres. Et c'est ce qu'on fait déjà, mais c'est pas encore totalement bien organisé. Mais voilà, à terme, c'est vraiment créer une vraie communauté, leur fournir et les aider en leur fournissant un certain nombre de services et derrière qu'ils puissent aussi entre eux communiquer plus facilement. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée que le freelance, donc chez son client, pourrait être un vecteur de suivi client et aussi de développement commercial? Qu'est-ce que tu penses de cet axe peut-être de dynamisation d'un compte client si tu as un freelance qui veut participer un peu au développement, comme ça se fait dans des cabinets d'ailleurs où par contre le consultant est en CDI? Non, c'est une très très bonne idée. Nous, on le fait déjà et on l'a fait depuis le début. Ce qui nous a d'ailleurs permis, comme tu le dis, de nous développer très rapidement. Je pense qu'on est un des acteurs qui commissionne le plus nos freelances sur ce gain de mission. La seule chose qu'on demande, c'est d'avoir l'information qu'une mission est ouverte, qu'il y a possibilité d'avoir un consultant chez un client, et après on donne la moitié de la commission. La moitié de la marge générée sur la mission, on le donne à nos consultants. Donc effectivement, ça nous a permis de grossir très rapidement et d'avoir un gain de mission important. Aujourd'hui, on a plus de 75 missions au bout de 3 ans et demi. Et c'est grâce à ça, en partie, qu'on a réussi à atteindre ce chiffre-là. Oui, parce qu'effectivement, en mission, on est les premiers à connaître les besoins, finalement, bien avant même les appels d'offres. Et c'est vrai que c'est intéressant de capitaliser sur ça, forcément. Clairement. Et c'est vous, les freelances, qui connaissez le client, vous êtes avec lui au quotidien, l'équipe, l'ambiance. Donc non, effectivement, pour nous, c'est très important et c'est de la matière, une information capitale. Ah, c'est très intéressant. Et au-delà de Babylone, j'ai vu récemment sur LinkedIn, parce que je te suis de près, que tu avais développé une nouvelle société. Donc tu es un serial entrepreneur en fait. Tu ne t'arrêtes jamais en fait. C'est quoi un petit peu l'idée derrière cette société? Alors cette société, elle s'appelle Merci Noé. Et merci de m'interroger par rapport à ça. Et effectivement, je viens de la créer. C'est toujours orienté côté assurance. Mais pour le coup, il s'agit d'un nouveau service, un produit d'assurance qui permet à la sortie d'une hospitalisation d'accompagner l'adhérent, le sociétaire, enfin le patient, jusqu'à sa guérison. Et c'est le premier service, et le seul, qui est médicalisé. La personne arrive à l'hôpital, on l'appelle,
on prend des informations sur son environnement, à quel étage il habite, est-ce qu'il a des enfants, quelle opération il va subir, est-ce qu'il a des allergies. Enfin voilà, on prend plusieurs informations. Ensuite, on appelle son chirurgien, enfin, la personne qui va s'occuper de lui à l'hôpital, qui crée un protocole de sortie. Ben voilà, votre patient, il a besoin d'un lit médicalisé, 2 bouteilles d'oxygène, un certain nombre de choses. Et nos équipes vont se charger de tout mettre en place pour la sortie du patient. Ils vont tout le matériel, les bouteilles d'oxygène, le lit, etc., etc. Ils vont trouver l'infirmière. Aujourd'hui, en zone blanche, c'est juste l'enfer, hein. Mais les équipes vont trouver l'infirmière, les médicaments, le kiné, les plateaux repas, la garde d'enfants, la promenade du chien s'il faut. On s'occupe absolument de tout. Il revient à la maison, et d'ailleurs c'est nous qui l'amenons chez lui en voiture, en ambulance ou autre. Et une fois à la maison, le patient sera accompagné par Merci Noé pendant 30 jours encore. Et tous les 2 jours, une infirmière, donc quelqu'un dans le médical, va l'appeler pour savoir si tout se passe bien, si il a besoin de quelque chose, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan plutôt social. Et grâce à ce service-là, on arrive à économiser 3 jours d'hospitalisation sur une moyenne de 6 jours d'hospitalisation. En gros, on gagne la moitié d'hospitalisation, puisque le chirurgien, en général, il se dit, bon, la sortie est sécurisée, donc je vais faire sortir cette personne plus tôt. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Pour les assureurs, c'est un gain de sinistralité qui est énorme. La moitié en hospitalisation, c'est à peu près 120 € au minimum, le coût d'une journée pour un assureur. Et en plus de ça, on gagne 40% de réhospitalisation en moins, puisque en ayant ce suivi médical, on arrive à détecter immédiatement s'il y a une rechute, s'il y a des problèmes, et derrière, on met en place la téléconsultation, on fait venir un médecin, les urgences, on l'amène aux urgences s'il le faut, mais on a quand même 40% de réhospitalisation en moins. Ce qui fait que le service est quasiment gratuit, voire même ils peuvent gagner de l'argent, les assureurs, en le prenant, grâce à ce gain de 3 jours et des 40% de réhospitalisation. On a un taux de satisfaction qui est de plus de 99%, c'est extraordinaire. Les gens, ils sont stressés quand ils sont à l'hôpital, c'est pas le meilleur moment. Besoin d'être accompagné en fait. Exactement. Et quand on prend à leur charge l'ensemble de l'organisation, je ne sais pas si tu es déjà allé à l'hôpital, je ne te le souhaite pas, mais quand le chirurgien il vient à la fin, il te dit il faut faire ça, ça, ça et ça, toi tu sors juste de ton opération, vas-y pour trouver l'ensemble des services et les mettre en œuvre. Ceux qui nous remercient d'autant plus, ce sont les aidants. En moyenne, les aidants, les enfants ou les parents, sont à peu près à 300 km de la personne aidée, le patient, et culpabilisent, ou alors prennent des jours de congé. C'est très très compliqué pour eux. Et nous, on les appelle, on les tient informés, on leur dit comment ça va se passer, quelle est l'organisation qui va être mise en œuvre. Donc ça marche très très fort. Et dès le début, on a plusieurs contrats qui ont été vendus. Tu viens de le lancer là, c'est très récent. Le service. Le service, je viens de le lancer. Moi, je suis essentiellement dans la distribution. J'ai un ami qui a créé la société il y a 4 ans, qui lui l'a déjà lancé il y a 4 ans et qui a déjà fait plus de 10 000 sorties d'hospitalisation. Donc moi, je distribue aux assureurs et aux mutuelles, et lui le propose aux hôpitaux. D'accord. Oui, donc le service est rodé en fait. Exactement. C'est pour ça que quand je te donne des chiffres, c'est qu'ils sont déjà établis sur la base d'un nombre de sorties important. On a même des infirmières dans les hôpitaux. On a plus de 25 infirmières présentes dans les hôpitaux qui mettent en place Merci Noé. C'est à peu près 70 salariés. Et donc entre ces 2 activités principales, donc Babylon Consulting et Merci Noé, ton quotidien, j'imagine qu'il est quand même plutôt bien rempli. Comment tu conçois et comment tu gères ce quotidien avec toutes ces activités à gérer en parallèle? Est-ce que tu as réussi à industrialiser pas mal de process? Tu délègues? Comment tu fais pour que tout ça roule correctement? Ouais, je suis un peu geek sur les bords, et heureusement, ouais, effectivement, parce que j'ai automatisé énormément de choses, et je me suis fait aider aussi, par des freelances d'ailleurs, pour automatiser toute la distribution, la communication,
le site internet, j'ai même une IA qui répond à mes emails. Enfin voilà, j'ai automatisé un maximum de choses et merci ChatGPT, on va réussir à automatiser encore plus de choses. Je vais essayer de pousser la chose au maximum. Déjà, ça me permet de gagner la moitié de mon temps. C'est assez important. Après, je me fais accompagner et par les bonnes personnes. C'est ça qui est très important. C'est savoir se faire aider, savoir se faire accompagner par les bonnes personnes, ce qui me permet de dégager du temps et de pouvoir faire confiance à d'autres sur certaines tâches. Et après, voilà, je m'organise. Et tu prends du temps là où tu penses que c'est vraiment là où tu as de l'impact et de la valeur à donner, quoi. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Très bien. Bah écoute, super intéressant tous ces sujets. Je vois que tu es bien occupé et c'est des sujets vraiment passionnants. Je te remercie beaucoup pour ta présence et cet épisode. Si vous avez des questions sur le domaine du conseil, n'hésitez pas à commenter en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci Florent. Merci Alexis, c'était très sympa. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt.